j'ai passé 7 ans dans un groupe à part, un groupe international, l'Ordre mondial des matériaux, donc j'ai vécu de l'interne les problématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Et depuis que j'ai créé cette société, donc Évidence, je vois un petit peu ça maintenant de l'extérieur. Donc quand on parle d'externaliser ou d'internaliser, finalement, j'ai un petit peu vécu ça des deux côtés. Donc voilà. 2 mots sur Évidence. C'est un cabinet d'études et de conseils qui est spécialisé justement dans les problématiques dont on a parlé aujourd'hui et donc que j'ai créé il y a un an et demi. Donc on va demander j'ai préparé ici une présentation que je vais essayer de tenir en 20 minutes, de 10 slides, qui est un petit peu introductif justement sur ces problématiques d'internalisation, externalisation. J'ai eu le sentiment pendant tout ce séminaire que finalement on s'est approché parfois des entreprises ou de l'intérieur des administrations ou des entreprises. Et bien là, j'espère qu'on va entrer, comme disent les éditeurs souvent, dans la vraie vie, qui est celle de ceux des utilisateurs finalement. Alors, voilà, quand on parle d'internalisation ou d'externalisation, finalement, c'est un problème d'arbitrage. Vous voulez acquérir un outil, très bien. Est-ce que finalement je le mets en interne ou est-ce que je vais aller profiter de le louer, lorsqu'on simplifie de louer à l'extérieur? Et finalement, c'est un problème d'arbitrage qu'on peut décomposer de manière simple en 4 grandes questions à se poser. L'arbitrage, au niveau de la valeur ajoutée, on est en régime de croisière, qui est la valeur ajoutée d'un processus internalisé ou externalisé, la dynamique de production de ces valeurs, en phase de démarrage, on va démarrer par exemple une démarche de veille, voir un peu qu'est-ce que peut apporter l'externalisation comme ça, et enfin, bien sûr, les arbitrages sur le coût, interne, externe, et les risques associés, internes ou externes. Alors la première chose sur la valeur ajoutée, là j'ai remis ici le processus de traitement d'information, un collègue en analyse en recommandation, et vous avez aussi M. Moati, l'influence économique, ça va jusqu'à l'influence sur son environnement. Et finalement, ce que l'on voit, si on met les valeurs ajoutées respectives d'un processus internalisé ou externalisé, c'est un petit peu inversé. Là, par exemple, moi je travaille actuellement avec une société d'e-business avec une croissance de 100% par an, tout le monde court dans tous les sens. Eh bien, ils ont sous-traité entièrement toute la partie collecte, traitement et analyse. Inversement, de l'internalisation, vous êtes un département pharmaceutique, le laboratoire R&D, vous suivez très attentivement les brevets parce que c'est vraiment très proche de votre core business. C'est d'ailleurs ça la question à se poser sur l'aspect valeur et perspective de l'internalisation ou de l'externalisation. Et c'est un choix stratégique dans certains cas, c'est est-ce que finalement, jusqu'où dans ce processus de traitement, on est vraiment dans mon core business. Et finalement, est-ce que je suis prêt à ce moment-là d'investir dans des compétences, des outils, etc. Alors, si on passe après plus directement dans le monde des outils, en fait, ils se répartissent le poids, le nom de ce traitement un petit peu pareil qu'ici, finalement, avec beaucoup d'outils pour la collecte, le traitement, l'analyse. Alors, la recommandation, c'est plus rare quand même de trouver des outils. La recommandation, vous prenez quand même quelques-uns, mais je ne suis pas certain qu'ils soient excellents. Certains systèmes d'experts ou dans des bases de données entreprises. Bon. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est son influence. De plus en plus, les outils de traitement d'information permettent aussi d'influencer sur son extérieur, acheter des mots sur Google, faire apparaître tel ou tel contenu quand la personne part sur son site, etc. Voilà le premier arbitrage. Le deuxième arbitrage, c'est la dynamique. Là, en fait, le fond de tout ça, c'est gagner en réactivité. Ce qui se passe très classiquement sur quelque chose qui est internalisé, c'est que quand vous êtes face à un changement, donc on a parlé de rupture technologique ce matin, ça peut être une crise extérieure, ça peut être aussi un choix politique de la société de tout d'un coup justement déployer de la veille, etc., etc. Alors les cours classiques des processus internalisés sont souvent bien sûr un petit peu moins réactifs, parce qu'il y a le temps de mise en œuvre, de formation, et puis tout processus qui a marché un petit peu longtemps, malheureusement, en entreprise, a tendance naturellement à se geler. Donc c'est toutes les problématiques de changement. Alors les prestataires externes, eux, ils sont naturellement adaptatifs, c'est leur cœur de métier d'être très réactifs, etc. Donc en général, pour les aspects dynamiques face à un changement, l'externalisation est la bonne. Donc la question clé à nouveau, c'est est-ce qu'au moment de ce changement, pour gérer ce changement, est-ce que j'ai des ressources internes qui vont permettre d'acquérir la bonne dynamique face aux problèmes de changement.
Alors, pour donner un exemple pour les outils, une étude a été faite par le ministère de la Recherche et de la Technologie française sur le temps moyen d'implémentation d'un outil linguistique un petit peu du genre de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ce que l'on voit, c'est pour illustrer un petit peu cette distance-là, c'est que on voit que plus de la moitié des entreprises mettent plus d'1 an, et il y en a même jusqu'à 20% qui mettent 2 ans. Ça veut dire que quand on implémente ce genre d'outil, il faut être conscient de la dynamique que l'on doit avoir. Sur l'arbitrage sur les coûts, à nouveau une courbe classique. Là, vous avez les coûts en fonction du temps, et la courbe verte, le processus internalisé et externalisé. Quand on investit dans un outil où on fait des marges de veille, il y a un temps non productif qui coûte à la société, qui est important au départ, et puis si le service qu'il va rendre est bien calibré, normalement, on devrait après, au fur et à mesure qu'il devient productif, regagner le temps et ça coûte moins à l'entreprise. À l'inverse, alors ça, je ne sais pas d'où ça sort, on l'a pas vu encore. Non, mais c'est la machine. C'est la même. Ok, on continue. Ça va juste masquer mon truc, on peut ça va partir. Ok. Où est-ce que j'en étais? Oui, alors pour l'externalisation, c'est différent. Il y a aussi un temps non productif pour le prestataire externe, c'est le temps que lui-même règle ses outils, mais normalement, il va plus vite parce qu'il ne fait quand même que ça. Ensuite, ça décroît aussi, puisque une fois que le temps non productif est effectué, ça décroît. Alors, c'est là le point mort qui est intéressant. Alors, suivant les cas, c'est mieux pour avoir plein de choses, ça dépend vraiment du prestataire. Et en général, la marge du prestataire faisant que, en général, à long terme, l'externalisation coûte plus cher. Sauf que, et c'est la raison de la question ici, c'est que ça, c'est valable dans un cadre théorique où effectivement, quand vous lancez votre service, vous avez bien un flux de demandes qui vont contribuer à rendre le service efficace. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la question clé à se poser là pour l'arbitrage, c'est est-ce que j'ai une visibilité suffisante des besoins dans mon entreprise, l'ampleur, la pérennité, la temporalité des besoins pour internaliser ce processus. J'ai vu beaucoup dans mon expérience de sociétés qui ont acquis des très belles plateformes, des très belles missions et puis finalement il y a un effet d'annonce quand ils achètent, et puis après ça meurt petit à petit, etc. Donc il faut faire très attention. À nouveau pour illustrer dans le domaine purement des outils, ça c'est un calcul que j'avais fait quand j'étais chez Lafarge et qu'on avait fait l'acquisition d'une grosse plateforme de veille. La première année, vous avez donc le coût de licence, vous avez aussi le consulting associé qui est assez important, les frais de maintenance, puis je vous expliquerai comment on peut faire ces frais. La licence, c'est que la première année, ça réduit. Le consulting, normalement, l'année d'après, ça se réduit aussi, etc. Et la maintenance, elle reste courante. Alors, ce qu'on a calculé, nous, c'était le gain pour l'entreprise. Là, c'était sur la recherche d'informations. On a calculé le temps qu'on gagnait avec cet outil et on a converti ce temps en équivalent monétaire. Ce qu'on voit, c'est que dès que la première année, on avait déjà un léger gain, et puis après, on stagne ici, etc. Et donc, le retour sur investissement global, la somme de tout ça, nous a donné un ROI à partir de la deuxième année. Là encore, tout simplement parce qu'on avait effectivement un taux d'utilisation de l'outil qui faisait qu'il était rentable. La quatrième chose, c'est les risques, bien sûr. Les risques entre l'internalisation d'un côté ou l'externalisation de l'autre. L'internalisation, bien sûr, essayer d'implanter une plateforme, voire une démarche de veille, parce qu'il y a aussi des démarches de veille qui ont été lancées, qui n'ont pas donné grand-chose à l'entreprise, donc c'est le risque d'échec. La deuxième chose, c'est la notion de surestimation des besoins. Ce qu'apporte l'externalisation, c'est ce qu'on peut lister les besoins. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi et que c'est en interne, il y a un intérêt que ça marche beaucoup pour que ce soit rentable. En externe, vous pouvez adapter la prestation à vos besoins. Enfin, la dernière chose qui est pour moi assez importante, en particulier quand on s'approche du text mining, c'est la notion des ressources, on va dire humaines, qui sont associées. Dans les sociétés, on sait bien, il y a des mutations, ça change souvent, etc. Et ce qu'on a vu, ce qu'on observe souvent dans les entreprises, c'est que ce soit la veille ou les outils, il y a souvent une personne derrière. Et quand cette personne est mutée par ailleurs, c'est mort après. Donc là, il faut avoir aussi conscience de l'aspect ressources associées quand on choisit soit l'internalisation. Par externalisation, bien entendu, ça c'est le problème de confidentialité, mettre quelque chose à l'extérieur. Même si c'est tout de même assez relatif, parce que d'une part, les technologies vous permettent aujourd'hui de traiter ces aspects-là pour une partie. Deuxièmement, c'est parfois il y a moins de risque de confidentialité
d'externaliser un bon prestataire que d'essayer de répliquer telle ou telle base de communication dans telle ou telle unité opérationnelle qui n'a pas toujours les bons systèmes de sécurité. Donc ça, c'est très relatif. Alors c'est aussi externaliser, ça veut dire perdre de compétences, ça veut dire à terme comment on pourra évaluer même la prestation qui nous est faite, donc il y a aussi ce risque-là. Et puis surtout la contractualisation, quand on externalise, attention au type de contrat qu'on fait, quelle est la barrière à la sortie, etc. Donc les questions, on voit apparaître, et des mots qu'on a entendus, c'est aussi lié à la culture. Il y a des sociétés, dans le domaine bancaire, j'en ai vu, qui ont la culture de l'externalisation, donc ils travaillent sur des données très sensibles, mais ils ont la culture de l'externalisation, c'est comme ça. D'autres, par contre, sont très proches de leur patrimoine informationnel, ne sont pas que ça sorte de leur maison. Donc il y a l'aspect culturel qui joue. Il y a bien sûr la nature du sujet, si les sujets militaires ou autres, c'est rare qu'ils externalisent beaucoup. Et puis, c'est vrai que là, en particulier dans la veille ou le text mining, le prestataire, c'est une relation à long terme, plutôt de type partenaire qu'un simple prestataire qui vient et qui fait sa prestation. C'est clair. Alors maintenant, on va aborder tout ça à travers 3 cas concrets qui vont nous permettre un petit peu de balayer finalement quelles sont les prestations existantes dans l'externalisation sur des cas concrets comme ça. Ça permettra de fixer les idées. J'ai trouvé une très jolie photo, mais qui est assez triste malheureusement. C'est le fameux pétrolier Erika qui coule pas loin de la France, et bon, avec Total derrière et tout ce que ça impliquait. Alors là, on est dans un cas de gestion de crise. Qu'est-ce qu'il faut? C'est le suivi quasi temps réel des informations qui sont qui vous concernent, un flot très important en général, surtout quand c'est ce niveau-là. Quelles sont les solutions? L'externalisation, c'est partiel. On va prendre la pyramide que je vais montrer au départ. Les premiers niveaux de traitement, on se dit tiens, je vais lier collecte, surveillance et traitement des sources, par exemple. Ça fait toujours ça de gagner en ressources, parce que quand on est en gestion de crise, je l'ai vécu en entreprise, tout le monde est autour de ça, et je suis pas sûr que les gens ont le temps vraiment d'aller régler leurs outils pour qu'ils soient bien. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a à la fois louer une plateforme de veille en ASP, donc là, le téléphoner, c'est quasiment prêt le lendemain, je vais un petit peu, mais c'est ce ordre-là. Il y a aussi ce que font les agrégateurs de sources, Factiva, Lexis, Factiva a même un outil dédié à lutter sur l'intelligence, mais c'est pas le seul. Là, vous avez carrément un packaging qui démarre là vraiment en un clic, en moyennant l'abonnement, etc., qui vous permet tout de suite de suivre sur le sujet tout ce qui se passe sur la presse. Donc c'est une façon très simple et très rapide. Alors après, l'externalisation totale, bien sûr, ce serait, et il y en a quelques-uns, il y en a un paquet en France, des cabinets spécialisés dans la gestion de crise, qui vont tous s'occuper de tout, y compris, je dirais même la recommandation de savoir où intervenir, etc. Alors après, par rapport à notre petite segmentation des arbitrages, c'est clair qu'ici, dans un cadre comme ça, c'est le point fort de l'externalisation, c'est clairement la dynamique, puisque, comme je vous ai expliqué, ça se mettra en route très rapidement, sans doute plus longtemps en interne, etc. Après, j'ai des indications plutôt ici, et puis un cabinet spécialisé en gestion de crise, ça dure 6 mois, vous allez sûrement arriver à des assez indicatifs. Là. Après, en termes de valeur ajoutée, c'est l'apport, bien sûr, des ressources, et puis le seul risque qu'on peut imaginer, ça arrive, c'est que le prestataire va mettre peut-être un serveur trop faible pour gérer le flux continuel, ou alors va pas mettre assez de ressources humaines, c'est à peu près le seul risque que l'on peut trouver sur ce cas-là. Le deuxième cas, eh bien, c'est un cas aussi classique, c'est le déploiement de la veille. Les enjeux, c'est quoi? C'est que quand on a parlé de la direction générale, c'est vrai que ça part souvent de là. Quand la direction générale vous dit, bon, maintenant je veux que la veille soit déployée, si vous mettez 2 ans à la déployer, ça casse le processus, c'est clair, parce qu'il y a toujours l'effet d'annonce qui joue beaucoup, donc il faut la déployer relativement vite. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Eh bien, là encore, on peut faire une externalisation partielle de ça pour gagner du temps. Donc on va soit prendre à nouveau le premier degré, c'est les agrégateurs de sources, à nouveau, qui peuvent, en 3 coups de clic, vous pouvez commencer déjà à avoir un flux d'informations par rapport à un sujet. C'est la formule la plus rapide. Après, à nouveau, une location chez un éditeur ou chez un prestataire d'un logiciel de veille documentaire et de veille sur Internet, ça aussi, ça va démarrer assez vite, les gens pourront plus derrière pour mettre ça en place. L'externalisation totale irait à ce moment-là allouer non seulement tout ce qui est collecte et traitement d'information, mais on remonte à nouveau dans le processus de traitement d'information, c'est aller jusqu'au collaboratif. Et là aussi, il y a des plateformes donc, qui incluent tout ce qui est collaboratif, c'est-à-dire des gens qui vont commenter les informations, les actions de veille, etc.
Et puis bien entendu, faire appel à un cabinet de conseil qui va vous faire la veille, voir, et puis ce qui est d'ailleurs fondamental, c'est d'animer des équipes internes, c'est elles qui ont l'expertise pour traiter l'information. Alors là, en termes d'arbitrage, c'est un petit peu plus dilué dans ce cas-là. La valeur ajoutée d'un prestataire externe, c'est la souplesse et le savoir-faire. La dynamique, et ça c'est quand même quelque chose en particulier pour les plateformes de veille, les éditeurs le disent beaucoup, mais avec raison, c'est que déployer à l'intérieur d'une entreprise à différentes unités opérationnelles un outil de veille, c'est pas toujours simple, on a parlé de l'informatique tout à l'heure. Dans le cas de l'externalisation, c'est beaucoup plus simple, c'est la simplicité. Les coûts, alors comme je l'expliquais avec la petite courbe tout à l'heure, c'est plus fait au début de l'externalisation, c'est quelques kilos euros. J'ai demandé un petit peu aux éditeurs qui sont venus ici, j'avais quelques prix, mais c'est ça. Ça peut aller de quelques kilos euros par mois à quelques dizaines suivant si vous prenez l'ensemble de ce ou pas. Et les risques, bon, là on va dire que c'est uniquement la confidentialité, mais à nouveau c'est faible si les procédures sont adaptées, puis ça dépend aussi de votre organisation. Le dernier cas concret, c'est le TextMining de besoin, dans le cas de la veille. Alors là, c'est se dire, sur mon processus de veille actuel, je veux rajouter une couche d'analyse. Je veux gagner en performance, en puissance d'analyse sur mon processus de veille. Alors, qu'est-ce que je peux faire en externalisation? Qu'est-ce qu'il y a comme solution existante? Vous avez le serveur d'information. Alors ça, c'est aussi une tendance assez intéressante, c'est qu'à nouveau, les agrégateurs de sources sont en train d'intégrer, et on l'a très bien vu avec Lexis qui vient d'acheter la technologie d'Atops, Lexis qui est un des grands agrégateurs de sources. Mais Factiva fait pareil à cette technologie, et donc de plus en plus, même en standard, je dirais, sur l'abonnement de base, on profite déjà de petites fonctionnalités de TextMining, c'est-à-dire sur un fil de presse, ils vont vous mettre sur la droite la liste des sociétés qui sont extraites par un outil TextMining qui est derrière, une petite courbe de temps en temps, mais ça permet de naviguer et profiter finalement un peu de TextMining, et c'est la première couche, on va dire, et à nouveau avec un clic. On bénéficie un peu de TextMining. Bon. C'est on va dire le tarif d'entrée. Après, il y a aussi tous les éditeurs, ça c'est une tendance assez récente, quoi. Il y avait quelques éditeurs qui avaient commencé à faire ça, mais c'était pas tellement la mode au départ. Et puis tout le monde s'y met. En France, ça y est, tout le monde a une offre ASP maintenant. Donc c'est passé dans les mœurs, c'est aussi lié au fait que la confidentialité des gens se sont rendus compte que c'est pas là qui était le problème, c'est plutôt une histoire de simplicité, etc., de souplesse. Et puis vous avez, alors ce sera la seule parenthèse que je ferai sur les exigences, vous pouvez faire appel à un cabinet d'études spécialisé dans ces domaines-là. Nous, c'est un petit peu notre cœur de métier, c'est à dire que nous, avant tout, on produit les résultats qui sont autorisés derrière par des outils puissants de TextMining. Et si vous voulez qu'on ouvre le capot, à ce moment-là, on prend notre autre casquette, qui est la casquette conseil, pour éventuellement l'internaliser chez vous. C'est un petit peu notre voilà les trois types de solutions. Alors là, c'est clairement ce point-là qui est dans l'arbitrage, on a mis le point fort, c'est la valeur ajoutée, parce que vous avez pu vous rendre compte par vous-même que ces outils sont quand même relativement complexes, qu'on appelle à des compétences qui sont derrière, on a vu un mix de linguistique, statistique, etc. Et il faut un certain temps de compréhension de l'outil, de maîtriser le pilotage, on va dire, c'est ce genre d'outil. Quand on a ça entre les mains, on a vraiment l'impression un petit peu de conduire une voiture, et on risque de déraper de temps en temps. Quand on a des cartes qui sont très jolies montrées par les éditeurs, mais parfois, avec une première passe, vous voyez des liens partout, c'est assez déstabilisant. Et surtout, le temps de créer la valeur, comme l'a dit le tennis, il faut un certain temps d'apprentissage pour être capable de faire vraiment ça. Donc ça peut être en amont, par exemple, de l'achat d'un outil, de passer par l'externalisation pour se faire la main et d'abord focaliser d'ailleurs sur le résultat, communiquer en interne, quitte à ensuite recruter les bonnes personnes, etc. Et on démarre par le résultat. Se jeter tête perdue comme ça dans un outil, ça peut être problématique. Voilà, je ne sais pas si dans le temps je suis bon, mais je vais terminer là-dessus. Donc voilà, en gros, les problématiques d'externalisation, c'est ces 4 points. Le core business, j'insiste là-dessus parce qu'on pense tout de suite à dynamique, etc. Mais il y a une vraie stratégie par rapport à l'information, on a un petit peu parlé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de maîtriser tout ou est-ce qu'on doit se focaliser plutôt sur l'analyse, sur autre chose, etc. Ensuite, sur les capacités, voilà, la dynamique recherchée, qui peut être nécessaire ou simplement utile, je vais venir après. L'évaluation des besoins, il n'y a rien de plus triste d'investir dans un outil et de voir mourir, ce que j'ai vu souvent dans l'entreprise, pas souvent, de moins en moins, mais je l'ai vu. Et puis finalement, cette réflexion à faire aussi sur la maîtrise d'un processus, quelque chose qui est en externe, c'est quand même pas tout à fait quelque chose qu'on a chez soi. Et tout ça, ça nous amène à quoi?
On externalise soit par utilité, simplement on cherche un gain en intelligence, on essaie d'optimiser son processus, mais parfois ça peut être nécessaire quand on a une rupture dans son environnement qui nécessite une dynamique forte, une réactivité forte, mais on n'a pas toujours les ressources pour les faire. Voilà. Donc c'était l'introduction de cet après-midi. Merci de votre attention.